Je vais vous partager certaines réflexions issues d'un ouvrage qui explore les transmissions invisibles entre les générations. Un livre qui nous invite à regarder autrement notre histoire, nos réactions, nos mots, MOTS, et parfois même nos silences. Parce que ce qui ne se dit pas ne disparaît pas forcément, et certaines histoires continuent à vivre à travers nous, parfois sans que nous en ayons conscience. Alors aujourd'hui, je vous propose vraiment de plonger ensemble dans ces mécanismes invisibles entre psychologie, inconscient et mémoire familiale. Cette douleur n'est pas la mienne. Comment briser le cercle de la transmission familiale de Mark Woolin aux éditions Le Courrier du Livre. Bienvenue dans l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ici, je t'invite dans un espace de développement personnel et de spiritualité, où l'on vient questionner, comprendre et mettre de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de soi. Mon approche est psycho-spirituelle, ancrée et incarnée à la fois. Elle relie la compréhension du mental et l'écoute de notre intuition, à travers des prises de conscience nécessaires pour avancer sur son chemin. Ce podcast est un espace d'exploration, de clarté et de transformation intérieure pour celles et ceux qui sentent qu'il est temps d'aller plus en profondeur, avec justesse et lucidité. Ce livre est un best-seller international et quand on commence à le lire, on comprend assez vite pourquoi, parce qu'il parle d'une transmission, mais pas celle à laquelle on pense en premier. Bien entendu, le mot transmission est là, au niveau du titre. Mais on parle, et vous allez voir, qu'un simple lapsus peut parfois raconter bien plus que ce que l'on pense. D'héritage familial, souvent quand on dit transmission, on pense aussi aux traits du visage, à la couleur des yeux, à la forme du nez, ou voire au tempérament. On aurait tendance à dire d'un enfant, tiens, il tient ça de sa mère, ou ceci de son père, il a le caractère de... Mais Mark Woolin parle d'une autre transmission, une transmission beaucoup plus silencieuse, fait de on dit, voire fait de on ne dit pas surtout. Une transmission du coup qui ne se raconte pas toujours dans l'exactitude, et parfois même qui n'a jamais été dite. Ce sont des blessures, des traumatismes, on va parler aussi de peur, d'histoires familiales qui n'ont pas été dirigées, pas exprimées, et qui pourtant vont continuer à circuler au niveau énergétique à travers vous, à travers votre corps, votre âme, vos sensations. Comme si certaines émotions vont finalement traverser des générations, comme si quelque chose se transmettait, comme je vous l'ai dit, dans les choses qui ne se disent pas, donc dans le silence. Dans ce livre, il explique que cette mémoire peut être inscrite profondément en nous, presque comme une mémoire cellulaire. On a déjà parlé de la mémoire cellulaire, pas celle biologique, mais celle qui est l'ordre de transmission de croyances, transmission de limites, transmission de choses qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, parfois de tous les jours. Et parmi les choses les plus fascinantes qu'il faut explorer, il explore, et quand bien même j'adore cette exploration, c'est le langage, les mots. Parce que les mots M-O-T que nous utilisons ne sont jamais anodins. Et ils peuvent sembler simples, parfois même très banals, parce qu'on a l'habitude de les prononcer et c'est des mots de notre quotidien, du courant dans notre langage, mais ils peuvent aussi cacher beaucoup plus que ce qu'ils montrent, mais au-delà de montrer, beaucoup plus que ce qu'on entend. C'est là qu'on rentre dans quelque chose d'assez troublant. Les mots que nous prononçons vont cacher des mots, M-A-U-X. Un mot posé dans une phrase peut vraiment révéler des choses. Elle va révéler une douleur, des peurs, un souvenir. Et tout ceci n'est même pas parfois conscientisé. Notre façon de parler, finalement, porte des fragments de notre histoire. Une histoire qui n'est pas seulement la nôtre. Elle est celle de notre famille, celle de liens. Parce qu'un mot, il n'arrive jamais seul. Il fait lien, dans tous les cas, avec quelque chose, que ça soit une sensation, une émotion, une image, un souvenir, et parfois même avec une mémoire beaucoup plus ancienne que ce que l'on peut imaginer. Quand on commence vraiment à plonger au cœur de notre langage, on peut se rendre compte que certains mots reviennent souvent. Il y a certaines phrases qui sont une sorte de répétition parce qu'on l'a dit avant, on vous l'a dit dans l'enfance, parce que vous y croyez, parce que vous avez adhéré à ce langage, et parce qu'aussi il parle de vous, et ce sont des mots qui résonnent en vous, comme des empreintes dans notre façon de raconter la vie. Je peux vous citer quelques exemples qui ne seront peut-être pas vos mots à vous, mais qui peuvent vous parler.
J'ai peur que tout s'écroule, je dois toujours me battre pour m'en sortir. Si je vous donne cet exemple autour de ces phrases peuvent parfois finalement faire écho à des histoires familiales beaucoup plus anciennes. Ici, la peur de se battre, la peur que tout s'écroule peut référer à la guerre, à des pertes, à des déracinements, des abandons, de la survie. Et ces mots viennent nous donner des pistes auxquelles il va falloir chercher, plonger à l'intérieur comme si le langage était une porte d'entrée. Une porte vers la compréhension de vous-même, parce que un mot prononcé va toujours en amener un autre. Et il va falloir dérouler ce fil, débobiner cette pelote. Et si on accède et si on accepte aussi de suivre ce fil, on peut commencer à remonter une arborescence. Pourquoi vous choisissez ce mot plutôt qu'un autre? Pourquoi cette expression? Pourquoi cette sensation qui apparaît quand vous prononcez cette phrase? Et peu à peu, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a toujours derrière une histoire de famille, mais avant tout, une histoire humaine. Une histoire qui parfois demande simplement à être reconnue. Et c'est là que ce livre devient puissant, et il trouve toute cette puissance dans tout ce qu'il nous raconte de notre langage. Parce qu'il ne parle pas seulement de trauma ou de souffrance, il parle aussi de libération. Ce que l'on met en mots sur les mots M-A-U-X, c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire bouger. Comprendre, ça ne veut pas dire effacer. Dans tous les cas, ce que vous mettez en mots, ce que vous allez mettre soit à l'oral, soit à l'écrit, vous n'allez pas pouvoir l'effacer. C'est vous qui l'avez vécu, c'est pas quelqu'un d'autre, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire. Mais comprendre peut nous permettre de ne plus le porter de la même manière. Comme si, en reconnaissant l'histoire que vous avez traversée, l'histoire que vos ancêtres ont pu traverser, vous pouvez doucement sortir du rôle inconscient de celui ou de celle qui continue tout simplement à porter un lourd bagage. C'est comme si on vous demandait de vous balader avec une valise remplie de plein de choses dont vous n'avez pas la clé. Vous savez qu'elle est là, cette valise, et vous devez faire avec pour qu'elle se crée un chemin en même temps que le vôtre. La libération se ferait que cette valise est toujours là, vous en avez toujours conscience, par contre vous allez aller la ranger et vous allez retrouver la clé. Parce que vous aurez vos deux mains libres pour pouvoir chercher. Alors oui, il y a certaines émotions qui vont revenir dans cette compréhension. Ce que je veux dire par là, c'est que notre expérience humaine nous fait souvent revivre les mêmes choses. Il y a des scénarios qui vont se répéter, avec des lieux qui vont changer, des relations, du travail, un contexte qui ne sera pas exactement le même, mais l'émotion, la charge émotionnelle va revenir faire sa plaidoirie. Comme si une même histoire se rejouait sous différentes formes. Dans ces moments-là, on peut vraiment avoir l'impression que le sort va s'acharner contre nous, qu'on attire toujours les mêmes situations, les mêmes blessures, les mêmes blocages, qu'on est toujours dans une répétition. Vous voyez cette lassitude qu'on peut avoir quand quelque chose se représente à vous et ça me tombe encore dessus. C'est toujours sur moi, c'est toujours la même chose. En réalité, c'est pas la vie qui s'acharne, c'est une boucle inconsciente parce que l'inconscient a une logique assez particulière. Il répète, pas pour vous faire souffrir, mais souvent pour attirer l'attention sur quelque chose qui n'a pas été résolu. On pourrait presque dire que l'inconscient va pousser vers la conscience, comme si quelque chose à l'intérieur de nous essayait de dire tu dois regarder ici, il y a quelque chose à comprendre et c'est ici et maintenant. Si tu le comprends pas là, je vais revenir plus tard. Et tant que cette compréhension n'est pas faite, la vie va continuer à remettre des situations similaires sur votre chemin. Pas forcément identiques comme je vous le disais, mais avec une charge émotionnelle qui est similaire. Certaines personnes parlent de schéma inconscient, de cycle, de karma. Dans la spiritualité, on parle de karma. Le karma n'est pas forcément quelque chose de mystique ou une fatalité. On peut aussi le voir, essayer de le voir en fait comme une forme de mémoire. Une mémoire qui est vivante, qui bouge, une mémoire d'expérience qui cherche une résolution. Il y a certaines histoires qui vont rester ouvertes et qui demandent juste à être refermées. Et parfois, ces histoires ne commencent même pas avec vous. Elles peuvent venir de beaucoup plus loin, mais elles ont besoin d'être entendues avant de pouvoir être bouclées. Il y a des traumatismes très intenses dans des transmissions transgénérationnelles. Il y a des guerres, il y a des exils, de la brutalité, des secrets de famille. Et quand une expérience est vraiment trop douloureuse pour être vécue, comprise ou exprimée,
dans certaines époques, elles restent suspendues. Et du coup, il y a une empreinte énergétique qui est là. Ce qui n'a pas été intégré à un moment donné va continuer à circuler dans l'énergie à travers des comportements, des peurs, des choses qu'on va développer, des sensations qu'on ne peut pas expliquer. Ils se sont enregistrés à l'intérieur de vous. Donc il y a un mélange qui se fait entre la sensation vécue, les émotions, la difficulté de s'exprimer. Et quand ces mémoires se réactivent, elles viennent perturber votre capacité à être pleinement dans le présent. Et aussi à contrôler certains de vos comportements. C'est pour ça que parfois on a des réactions très fortes, pas du tout compatibles avec la situation qu'on va vivre, sans toujours comprendre pourquoi. Après, je vous dis pas non plus que une émotion qui vous traverse ne vous appartient pas. Elle vous appartient dans tous les cas. C'est une charge qui est à vous, puisqu'elle fait partie de votre héritage, mais quand vous allez aller gratter ce qu'il y a aux profondeurs, cette charge va pouvoir se libérer. Et du coup, les émotions qui vont vous traverser vont être plus faciles à digérer. La mémoire, elle n'est pas seulement mentale. C'est vrai qu'on met ça souvent sur cette capacité de mentaliser. Le souvenir, c'est dans le mental, tu te rappelles d'eux. Mais elle est aussi corporelle et le corps se souvient. Certaines tensions, certaines peurs ou certaines réactions peuvent être liées à des mémoires beaucoup plus anciennes. Mais déjà, la prise de conscience est une étape importante. Donc, mettre de la lumière sur ces mécanismes, c'est déjà commencer à sortir de la répétition. Comprendre une boucle, c'est commencer à s'en libérer. Mais comprendre, ça ne suffit pas toujours. Il y a une différence entre comprendre mentalement et intégrer profondément. Et c'est là que le travail intérieur devient vraiment intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir, il s'agit aussi de transformer. Et au-delà de transformer, j'ai envie de vous dire de transcender. Il y a différentes approches pour parler de guérison et aussi d'intégration. On a l'approche psychologique, on en a d'autres sur le corps et d'autres dans l'énergétique. Moi, personnellement, ces approches sont totalement compatibles entre elles et voire même indissociables. Il existe des approches qui vraiment s'appuient sur plus une globalité. Donc là, on appelle l'approche quantique qui est en soi, pour moi, quelque chose d'essentiel. Dans certaines pratiques d'accompagnement, on considère des informations qui nous traversent qui ne sont pas du coup spécialement psychologiques. Il y a une information qui est énergétique et qui va se retranscrire dans notre corps. En travaillant à ces différents niveaux, il y a des libérations profondes qui vont se faire, comme si certaines mémoires pouvaient enfin être reconnues puis relâchées. Quand on parle de prise de conscience, parce que j'en parle souvent, il y a différentes façons aussi d'y accéder. Certaines personnes, ça va être facile pour eux de prendre conscience des choses, parce qu'il y a déjà un travail d'amorcer. D'autres vont avoir besoin d'aide. Donc pour ça, on va passer soit par des thérapies, du travail corporel, d'autres encore par de la méditation ou par différentes pratiques énergétiques. Certaines d'entre elles vont plus vous parler que d'autres. Moi, j'ai beaucoup de mal à dissocier dans mon travail le fait de vous laisser comme ça et de ne pas aller travailler sur le corps, l'âme et l'esprit en même temps, mais aussi en fonction de comment ça vous parle, parce qu'il y a des gens pas leur parler du tout. D'ailleurs, je fais une lecture énergétique, c'est un soin que je fais à distance. C'est un peu comme une lecture des corps énergétiques, c'est-à-dire je me connecte à l'énergie, votre énergie, telle qu'elle est à l'instant présent, pas ce qui est dans 10 ans ou ce qui a été dans 10 ans. C'est sur le ici et le maintenant, et à partir de là, il y a certaines informations qui arrivent. Après, ces informations doivent être travaillées au niveau corporel. Dans le soin énergétique, dans la lecture énergétique, on ne travaille pas le corps. Mais déjà, vous allez mettre un pied dans quelque chose pour amorcer, parce qu'on va aussi passer par les mots, puisque je vous donne un compte rendu. Moi, je vais voir des symboles, des phrases, des images, il y a même des sensations. Et tout ça sont en fait des bribes de mémoire ou simplement des choses qui cherchent à être comprises au niveau énergétique. Après, il y a tout un travail, comme je vous disais, derrière, de ressenti, d'intuition aussi, de mise en lien et de compréhension qui vont se faire à travers la lecture de votre compte rendu. Parce que l'idée, c'est pas de dire en soi, c'est bon, c'est comme ça et c'est ok, c'est de comprendre ce qui est actif dans votre vie à ce moment-là. Mais ça, c'est vous seul pouvez répondre. Moi, je vais mettre en lumière sur certaines choses,
qui peuvent être amorcées. Je parle juste pour la lecture énergétique. Et puis après, il va falloir amorcer un travail d'accompagnement ou non, éventuellement aussi de guidance, de prise de position, de questionnement que vous pouvez avoir. Ça, c'est autre chose. Il y a d'autres personnes qui travaillent très très bien aussi et qui permettent d'amorcer de grands changements et de grandes libérations. Quand on parle d'énergie, on parle souvent aussi de différents niveaux. Donc le corps physique, il y a le corps énergétique et il y a les chakras, qui sont comme des centres de circulation des énergies, et ces différentes couches vont raconter des choses sur vous. Ce qui est intéressant dans cette énergie qui peut changer, qui peut évoluer, dans ces charges que vous avez, ces charges émotionnelles, parce qu'elles évoluent en même temps que vous. Si une personne fait une lecture énergétique aujourd'hui et qu'elle en fait une dans 6 mois, ce ne sera peut-être pas la même. En plus, ça ne sera pas la même en fonction du praticien qu'elle va choisir, parce que chacun a aussi sa propre identité. Puis la vie, elle bouge, elle n'est pas fixe. Il y aura eu des expériences, des prises de conscience, des émotions. Et même le corps physique peut changer en quelques mois. On peut le voir avec la fatigue, les changements de saison, les changements hormonaux, des maladies, des guérisons. Et tout ça influence notre énergie, notre vibration. C'est vraiment un mouvement permanent qui ne s'arrête jamais. Dans certaines lectures, certaines informations peuvent faire écho à des mémoires qui sont du coup beaucoup plus anciennes, parce que l'énergétique, il n'y a pas que le présent qui se montre. Il y a votre mémoire de famille, vos mémoires émotionnelles, parfois même des mémoires qui viennent d'autres expériences de vie. Alors il va falloir faire le tri dans tout ça. Et pour faire une exploration intérieure, du coup, on va plus partir sur ce qu'on appelle l'accompagnement quantique. Là, on n'est plus dans de la lecture, on n'est plus dans un compte-rendu, on est vraiment dans un processus que moi je commence par une guidance avec des lectures intuitives, avec mon support, mes cartes, et ensuite on peut rentrer dans des états modifiés de conscience, des états que certaines personnes connaissent déjà à travers l'hypnose, puisque c'est une hypnose auquel vous ne perdez pas conscience. C'est vraiment, on va mettre de côté le mental que l'on met en retrait pour voir émerger certaines informations. Et ceci est propre à chacun, c'est vraiment une histoire personnelle qui vient parler, une histoire famille qui parle. Certains vont vraiment voir des bribes de vie. Vous allez même avoir cette sensation que c'est pas réaliste, parce que c'est comme si vous plongez finalement dans un rêve éveillé. D'autres vont avoir des contacts avec d'autres âmes, des défunts, des guides. Votre inconscient est merveilleux. Ce sont des expériences vraiment très personnelles et chacun les vit à sa manière, à sa façon. Chaque façon est bonne, mais ce qui est important dans ces accompagnements que je propose, c'est pas de rester uniquement dans l'expérience intérieure, parce que vivre quelque chose en état modifié de conscience, oui, ça peut être fort, en effet. Mais quand vous allez rouvrir les yeux, il y a la vie du quotidien, et vous allez retourner dans le monde matériel, concret, avec votre travail, vos choix, vos relations, vos liens. Et là, il y a une dimension très pratique qui doit être mise en place, à mon sens toujours. Donc il y aura des exercices, des pistes, des choses concrètes à expérimenter. Parce qu'une prise de conscience, elle devient forcément puissante que quand elle peut être incarnée au quotidien, dans une vie réelle. Dans tous les cas, si tout ça vous parle, si vous avez l'impression qu'il y a des choses dans votre vie qui se répètent, des émotions, des charges que vous ne comprenez pas toujours, vous pouvez me contacter. On peut juste simplement ouvrir un espace pour regarder les choses autrement. Donc si vous ressentez l'appel à explorer votre intérieur, mais tout en passant par ces 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Tout ce que je vous parle là, c'est pas seulement des pratiques énergétiques et spirituelles, il y a aussi des recherches scientifiques qui commencent vraiment à regarder ces questions autrement, et dans le livre, il y a une phrase très intéressante qui va dans ce sens. L'auteur cite Bruce Lipton, qui est un pionnier en biologie cellulaire. Il explique quelque chose d'assez fascinant. Je vous cite, « Nos cellules ne sont pas seulement influencées par notre génétique, elles sont aussi influencées par nos pensées, nos croyances et nos émotions. Autrement dit, l'ADN n'est pas une programmation totalement figée. Vous pouvez tout à fait la moduler. Elle est en interaction permanente avec un environnement. C'est la grande capacité de l'humain et de manière générale des animaux, des êtres vivants. C'est l'adaptation. L'adaptation avec ce que l'on vit, ce que l'on ressent et ce que l'on croit. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces influences, elles se transmettent sur plusieurs générations. Elles se transmettent sur 3 générations. Cela veut dire qu'un traumatisme, un choc ou un événement peut laisser une empreinte sur 3
générations. Donc pas seulement dans la mémoire psychologique, mais aussi dans la mémoire biologique. Et ce qui va venir influencer l'équilibre émotionnel de ceux qui viennent après. Comme si certaines expériences laissaient une trace dans la manière dont nos cellules réagissent au monde. C'est une idée qui peut paraître assez étonnante, mais qui ouvre aussi beaucoup de perspectives, parce que si certaines blessures peuvent se transmettre, alors ça veut dire qu'il est aussi possible de transformer ce qui a été transmis. Et là, il y a une question que je me pose, une question à mon sens très importante. Si un événement peut influencer notre biologie avant même notre naissance, est-ce que cela veut dire que tout est déjà écrit? Ou est-ce que tout serait déjà programmé? Ou est-ce qu'un changement reste possible après la naissance? Et c'est là que les choses deviennent puissantes, parce que les chercheurs autour de l'épigénétique montrent justement que notre biologie n'est pas figée et que vous pouvez tout à fait moduler des choses, mais après votre naissance. Nos cellules continuent de réagir à notre environnement toute notre vie, à toutes nos expériences. Autrement dit, même si certaines empreintes existent, elles ne sont pas forcément définitives. Notre façon de vivre, de penser, peut aussi influencer la manière dont ces mémoires s'expriment. Ça veut dire qu'on peut réajuster le passé. Et là, c'est vraiment de l'ordre du quantique. Bien entendu, vous n'allez pas oublier quand vous avez vécu des mauvaises expériences ou des traumas de votre passé. Par contre, au niveau énergétique, vous pouvez influencer la réponse que vous avez dans le présent ou dans votre futur par rapport à ce passé. Alors, je parle de passé, présent, futur, parce que c'est plus simple de vous parler comme ça. Bien entendu, au quotidien, j'ai cet aspect linéaire des choses, mais je sais que tout ça est enchevêtré dans un même espace-temps. Donc si on regarde ça dans un angle plus large, que ce soit en psychologie, en énergétique ou même dans certaines approches quantiques, on retrouve toujours cette même idée. La conscience a un rôle. Comprendre une mémoire, accueillir une émotion, transformer une croyance. Tout cela peut modifier la façon dont vous vivez votre histoire. Et peut-être même la façon dont cette histoire se transmet ensuite. Ce livre nous rappelle quelque chose de très simple. Nous héritons d'une histoire. Et nous avons tendance à l'oublier. Mais nous ne sommes pas obligés de la répéter exactement de la même manière. Si on relie tout ça, biologie, émotion, transmission familiale, on arrive à une idée. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés. Nous appartenons à un système familial et ce système laisse des traces. Il y a une conscience familiale, une forme de mémoire collective qui circule. Alors là, on va aussi parler de karma familial, l'idée que cette histoire de famille continue de se rejouer tant qu'elle n'a pas été reconnue ou transformée. Bert Hellinger, qui a développé les constellations familiales, a mis d'ailleurs en avant une notion très forte, celle de la loyauté inconsciente. Cette loyauté qui agit souvent à notre insu, sans que nous le sachions vraiment, nous pouvons rester fidèles à certaines histoires, bien qu'on en souffre, à certaines croyances qui ne nous sont pas profitables, à certains destins qui déshonorent notre famille parfois, et cette loyauté peut nous amener à faire des choses très étonnantes. Accepter des situations qui ne vous conviennent pas du tout, ou mettre de côté des parties de vous-même que vous allez oublier, sans toujours savoir pourquoi, comme si quelque chose en nous cherchait à rester fidèle pour équilibrer ce système. Bien que cet équilibre soit pas toujours confortable, vous pouvez danser juste sur une jambe, mais tant que vous tenez, ça tient, ça avance. Et dans les constellations familiales, il y a une idée très importante, celle de la place. Chaque membre d'une famille a une place. Et là, j'ai fait un podcast sur les constellations familiales autour de ce livre, d'un livre de constellations familiales qui vous parlera d'autant plus si le sujet vous intéresse. Quand ces places sont reconnues, respectées, le système peut trouver une harmonie. Mais quand certaines personnes sont oubliées, exclues, alors l'équilibre va se déplacer. Et il va être bancal. Et parfois, quelqu'un dans une génération suivante peut porter le poids de quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est pour ça qu'il est important de redonner une place à chacun, de reconnaître les histoires, les vécus, les destins. Parce que comprendre sa place dans notre système, c'est souvent une étape essentielle pour retrouver un équilibre intérieur qui ne soit pas bancal. Votre cerveau est extrêmement puissant pour créer des images. Et quand nous imaginons quelque chose, quand vous allez visualiser une scène,
le cerveau active presque les mêmes circuits que si nous étions réellement en train de vivre cette expérience. Et c'est pour ça que la visualisation est utilisée dans beaucoup d'approches thérapeutiques. Quand vous allez revivre mentalement un souvenir, certaines connexions dans le cerveau s'activent. Les connexions peuvent aider à réduire du stress, de l'angoisse, mais les réponses émotionnelles peuvent aussi influencer la manière dont nous allons réagir dans notre vie. Autrement dit, nous pouvons apprendre à répondre différemment aux situations. Et ces nouvelles réponses, cette nouvelle manière d'être au monde, elle se transmet, notamment à vos enfants. Cela veut dire quelque chose. Si vous engagez aujourd'hui un travail sur vous, si vous cherchez à comprendre certaines mémoires, certaines choses, alors vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites pour un système. Et d'une certaine manière pour ceux qui viendront après vous, mais ceux aussi qui étaient là avant vous. Ces histoires, elles ne s'expriment pas que dans les choses, des événements de la vie qui sont des grands événements. Elles s'expriment dans des choses beaucoup plus subtiles, des silences, des gestes, une façon d'être, et dans votre langage, dans vos mots, parfois même dans ce que l'on appelle les lapsus. Vous savez, ces moments où vous allez dire un mot à la place d'un autre, qu'on appelle souvent lapsus révélateur, parce que dans ces moments-là, c'est l'inconscient qui vient apparaître à votre conscience. Si on va plus loin dans cette réflexion, il y a quelque chose de fondamental dans notre existence qui est tout simplement le souffle de vie.
Le souffle de vie, c'est notre base. C'est ce qui nous met en mouvement dès le premier instant. Ce premier souffle que l'on prend à la naissance, c'est ce premier souffle qui marque la fin de notre passage ici aussi. Dans ce souffle, il n'y a pas seulement une question de respiration biologique, il représente le lien invisible qui nous rappelle à la vie. Et d'une certaine manière, il nous relie à nos parents biologiques, à ceux grâce à qui nous sommes arrivés dans cette existence. Entre ce premier souffle que vous allez émettre et ce dernier, il y a une histoire, il y a des expériences, des rencontres. Et selon les croyances de chacun, on peut voir cette vie de différentes façons. On va parler d'incarnation, d'expérimentation, d'histoire d'âme. Quel que soit le regard que vous portez là-dessus, il y a une chose qui reste vraie. Notre histoire, elle s'exprime constamment, à travers des phrases que nous répétons sans nous en rendre compte. Je vais vous reciter des exemples. J'en fais jamais assez, je ne suis pas suffisant ou suffisante, j'ai la pression de ne pas être à la hauteur, quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Ces phrases, elles ne sont pas anodines, elles sont à écouter attentivement. Elles racontent souvent quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas neutre. Les mots que nous utilisons peuvent révéler la manière dont nous nous percevons, mais aussi parfois les héritages émotionnels que nous portons. Et notamment, par exemple, quand vous écoutez de la musique, quand vous lisez des livres, qui font appel aussi à un vocabulaire. Certains mots utilisés vont être plus porteurs de sens pour vous, parce qu'il y a un lien avec votre vécu. Donc il y a une porte d'entrée, une manière de comprendre ce qui se joue. Il est vraiment difficile de voir les choses seul, parce que quand on est dans sa propre histoire, il y a certaines phrases qui deviennent des habitudes, qu'on les remarque même plus. C'est pour ça que dans certaines approches thérapeutiques, il y a l'écoute qui va jouer vraiment un rôle essentiel, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui écoute vraiment, quelqu'un qui est attentif aux mots utilisés, aux phrases qui reviennent, aux expressions répétées, parce que l'inconscient n'a pas toujours besoin de faire des lapsus pour apparaître. Mais il faut qu'il y ait une condition. Quelqu'un qui reçoit ces mots, qui les entend. Et qui va identifier ce que l'auteur va dire, ce que l'auteur va appeler la carte du langage intérieur. C'est une sorte de cartographie personnelle de nos phrases, des mots qui reviennent souvent, des expressions que nous utilisons sans même nous en rendre compte. Au travers de ces mots se trouvent des clés très importantes. Je pourrais encore vous citer, je dois me battre pour tout, chez moi rien n'est jamais simple, de toute façon ça se finit toujours mal, dans ma famille on n'a jamais eu de chance, l'amour finit toujours par faire souffrir, l'argent c'est difficile à gagner. Des phrases qui semblent tout à fait normales et je suis sûre que vous en avez déjà entendu. À travers ça, il y a des croyances qui sont transmises et il y a des vécus qui sont vraiment marqués. Simplement, le fait de les entendre vraiment, pour la première fois, peut déjà commencer à changer quelque chose et la prise de conscience va ouvrir une porte. Je vais vous reciter un passage du livre assez fort, il y a presque dérangeant, que l'auteur dit: garder le silence sur le passé ne minimise en rien les effets sur les générations futures. Ce qui est hors de vue et hors de l'esprit ne disparaît que rarement. Cette phrase, elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Le silence, il ne va pas faire disparaître une histoire. Il la rend simplement invisible. Bon nombre d'enfants qui, en étant adultes, vont vous dire oui, je sais que mes parents m'en parlaient pas devant moi parce que j'étais trop jeune. Mais il y a eu quelque chose autour de ça. Il y a eu quelque chose, je sais pas exactement quoi, j'avais pas le droit de savoir. Et vous sentez qu'il y a quelque chose. Et vous savez, adulte,
les sujets dont ça parle finalement. Vous avez compris. Mais vous n'avez pas le fond de l'histoire. Alors en plus, vous pouvez partir vraiment dans tout et n'importe quoi en soi. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors ça rend pas simple les choses, de les laisser en secret ou en sourdine. Et puis en plus, il y a l'extérieur qui va venir aussi. Parce que notre famille n'est pas seule au monde, il y a des personnes extérieures qui peuvent faire partie de votre système. Je parle par exemple de personnes qui vont marquer votre histoire. Il y a des agresseurs, des bourreaux, des ennemis qui marquent l'histoire d'une famille. Et même si ces personnes ne partagent pas votre sang, leur acte partage un vécu. Et cet acte va se retrouver enchevêtré dans votre système. Parce que lorsqu'un événement violent se produit, il ne touche pas seulement une personne. Il va marquer sa trace sur différentes personnes. Ce qui va créer des révoltes, des silences, des secrets et des loyautés invisibles. Ça ne veut pas dire du tout excuser un acte violent. La violence, elle restera de la violence. Un crime, c'est un crime. Mais pour comprendre une histoire, c'est parfois nécessaire de regarder tout un système et pas que les victimes. Il y a aussi les agresseurs, parce que leurs actes ont créé un déséquilibre, une forme d'énergie. On va pas parler des Grégor parce que ça serait peut-être pas assez, j'ai envie de dire. Enfin, en termes d'énergie, c'est pas comme une guerre qui touche tout un pays, parce qu'on est sur une plus petite échelle, mais ça crée un déséquilibre qui doit être reconnu. Chaque personne impliquée dans une histoire, qu'elle soit intérieure ou extérieure à votre système, doit avoir une place. Pas de justification possible qu'on se l'entende, mais juste pour comprendre et pour libérer. Parce que ce qui n'est pas reconnu, comme je vous l'ai dit, ça va continuer à agir dans l'ombre. Je vais vous donner un exemple vraiment extrême pour que ce soit vraiment très clair. Imaginez que vous naissez dans une famille où vos parents ont commis des actes graves. On va prendre un exemple. Imaginez que vos parents soient criminels. Des personnes qui ont fait énormément de mal. Vous, en tant qu'enfant, vous n'avez rien demandé. Vous arrivez au monde avec cette histoire-là. Et pourtant, vous allez porter le poids de ce passé, qui ne vous appartient même pas, puisque vous n'avez pas encore de passé, hormis le passé de vos générations d'avant. Mais vous allez porter ça dans le regard des autres, dans les silences, dans la honte, le secret, et parfois même des comportements que vous ne comprenez pas. Et vos propres enfants pourront aussi ressentir quelque chose, même s'ils n'ont jamais connu les événements. Alors certains diront peut-être que du point de vue spirituel, l'âme choisit certaines expériences. Je ne suis pas contre cette idée que l'âme choisit cette expérience, parce qu'elle répète, l'âme est inconscient, elle a une inconscience, c'est une possibilité. Mais même si on accepte cette idée, ça ne veut pas dire qu'une personne doit porter toute sa vie un poids qui ne lui appartient pas directement. Comprendre une histoire, c'est pas la même chose que la subir, et c'est là que le travail de libération il devient vraiment essentiel. Parce que si rien n'est vu, rien n'est reconnu, rien ne se libérera. Il y a de fortes chances que certaines dynamiques continuent à se répéter, pas forcément de la même manière, mais sous d'autres formes. Parfois, ce ne sera plus l'agresseur. Parfois, on va devenir victime, et inversement. On va pouvoir aussi avoir des personnes qui vont reproduire des comportements destructeurs parce qu'ils se punissent de quelque chose. Même lorsqu'on pense ne pas avoir accès à toutes les informations de notre famille, parce qu'on ne les connaît pas, l'inconscient garde une trace, même symbolique. Des réactions, des schémas de vie. C'est en allant explorer ces traces qu'on peut parfois commencer à dénouer des fils invisibles qui relient les générations.
Certaines phrases intérieures peuvent résonner en nous comme des vérités que l'on remet même plus en question. Des phrases qu'on va répéter intérieurement depuis tellement longtemps qu'elles deviennent une partie de nous. Donc, je mérite pas d'être heureux, les relations ça finit toujours mal, je dois toujours faire plus pour être aimé, je ne suis jamais suffisant. Et ça limite nos capacités à vivre pleinement notre vie. Alors il va falloir trouver votre phrase d'apaisement, et ça c'est tout un travail conscient. Une phrase qui va venir remettre du mouvement là où il y a une croyance qui est totalement figée. Mais avant de trouver cette phrase d'apaisement, il y a une première étape, c'est identifier quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui bloque. Ou une émotion qui va vous sembler disproportionnée par rapport à ce que vous vivez. En observant ça, on peut se rendre compte que ce que l'on porte, ça nous appartient peut-être pas entièrement. Et même parfois, le fait de remercier, non pas pour ce qu'on a subi ou ce que d'autres ont subi, mais pour ce qu'elle vous a permis de comprendre. Imaginons une personne qui ressent constamment qu'elle doit se sacrifier pour les autres, qui a l'impression que si elle ne fait pas tout pour tout le monde, elle ne sera plus aimée. En regardant un peu plus loin dans l'histoire familiale, vous pourrez découvrir par exemple qu'une grand-mère ou une mère a vécu dans un modèle où la femme devait toujours s'effacer dans la famille. Et dans ce cas-là, la phrase d'apaisement pourrait ressembler à « Merci pour la vie que vous m'avez transmise, j'honore, mais aujourd'hui, je me donne la permission de vivre ma propre vie. » Ou « Ce qui est arrivé dans l'histoire de ma lignée me sert de force, merci pour ma vie. Là, je l'honore, mais ça ne m'appartient pas. » Ça peut paraître bateau, mais lorsqu'elles sont répétées avec conscience, elles peuvent commencer à reprogrammer la manière dont nous nous percevons. Nos premières relations dans l'enfance sont extrêmement importantes et nos relations à notre mère puis à notre père, puisque c'est les premières relations qu'on va avoir. Ces premières relations deviennent souvent le modèle inconscient de nos relations d'adultes. D'ailleurs, il y a un psychanalyste, Donald Winnicott, qui travaille sur le développement de l'enfant, enfin qui a travaillé sur le développement de l'enfant, a beaucoup aussi travaillé sur ces questions. Et plus largement, la psychologie parle aussi aujourd'hui de styles d'attachement. Il en existe principalement 3. Le premier, c'est l'attachement sécure, et dans ce cas, l'enfant a grandi dans un environnement où ses besoins émotionnels ont été suffisamment reconnus. Il a pu développer donc une forme de sécurité intérieure. À l'âge adulte, ça va donner souvent des personnes capables de créer des relations stables et de confiance. Le deuxième style, c'est l'attachement insécure, anxieux. Là, l'enfant, il a pu ressentir que l'amour ou l'attention était parfois présent, mais parfois absent. Il a donc développé une grande vigilance émotionnelle. Et à l'âge adulte, ça peut donner des relations où la personne a peur d'être abandonnée, où elle cherche beaucoup de validation, et elle peut avoir du mal à se sentir rassurée. Puis, le troisième attachement, c'est l'attachement évitant. Dans ce cas-là, l'enfant a appris très tôt que ses besoins émotionnels n'étaient pas accueillis. Il a donc développé une stratégie, ne plus trop dépendre des autres. Je vous la fais courte pour tous les attachements. À l'âge adulte, ça va donner des personnes qui ont du mal à se laisser approcher émotionnellement, qui peuvent sembler très indépendants, mais qui ont parfois du mal à créer une véritable intimité de lien. Tout cela ne veut pas dire que tout est figé, au contraire. Comprendre ces mécanismes permet justement de transformer cette dynamique relationnelle. Parce que la relation que nous avons aujourd'hui avec notre partenaire, nos proches, ou même avec vous-même, elle est souvent influencée par ses premières expériences de vie. Et lorsque l'on prend conscience de ça, on peut commencer à créer une nouvelle manière d'être en relation. Plus libre, plus douce aussi envers soi-même. Alors avec toutes les clés que je vous ai transmises dans ce podcast, comprendre son histoire ne veut pas dire rester prisonnier de celle-ci. Au contraire,
Mettre de la conscience sur ce que l'on porte, c'est souvent la première étape pour transformer, apaiser et parfois même libérer ce qui n'a jamais pu être exprimé avant nous. Nous sommes les héritiers de nombreuses histoires, mais nous avons aussi le pouvoir d'en écrire de nouvelles. Et peut-être que le véritable travail n'est pas de chercher à effacer le passé, mais de lui redonner une place juste pour que la vie puisse continuer de circuler librement. Alors si certains mots, certaines idées ou certaines réflexions ont résonné pour vous aujourd'hui, prenez simplement le temps de les laisser vivre en vous. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et si ce que tu viens d'écouter résonne en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à être entendu, compris ou simplement pris en compte. Une prise de conscience qui demande à revenir à l'état de présence et à être accueilli tout simplement. C'est tout le sens de mon travail, de mon approche psycho-spirituelle et aussi à la fois holistique. Accompagner ces moments où quelque chose s'éclaire et remettre du mouvement à l'intérieur. Mes guidances permettent aussi de réamorcer l'alignement, d'explorer une ligne de vie, non pas figée, mais modulable à chaque instant. Au fil des choix, des prises de conscience, si tu ressens l'élan d'explorer plus loin, de vivre une guidance ou un accompagnement avec moi, tu trouveras toutes les informations dans les liens associés à ce podcast. Et si cet espace t'accompagne, tu peux aussi le soutenir en t'abonnant, en laissant une note ou un commentaire. Et d'ici là, prends un instant chaque jour pour te reconnecter à ce qui te fait sourire. Reste bien entendu à l'écoute de ce qui veut émerger en toi et tu es et tu resteras ta propre priorité. Ose briller à chaque moment, c'est ainsi que tu vas t'ouvrir aux autres et t'ouvrir autrement, incarner la vraie version de toi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et de prochains partages.